Rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Juliette Dorian Ngabidjo, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques et merci encore de me recevoir ici ce soir. Vous avancez à visage découvert car c'est votre nom tel que écrit dans votre acte de naissance qui figure sur ce livre. Pourquoi avoir choisi automatiquement de vous présenter auprès du monde avec votre nom propre? Alors je pense que le nom que mes parents m'ont donné, c'est l'identité qu'ils ont choisi pour moi et c'est ce que je suis exactement. C'est pourquoi j'ai choisi de me dévoiler ainsi. Vous êtes diplômé en lettres modernes françaises et en community management. Vous avez acquis une solide expérience en communication, journalisme et animation, en occupant notamment des postes clés dans diverses entreprises et organisations au Cameroun. Vous avez également créé un concept Fevadios, mettant en valeur l'épanouissement et l'émancipation des femmes, tout en vous engageant dans des activités philanthropiques comme la réinsertion sociale des détenus et bien d'autres. Et puis, il faut dire que vous avez suffisamment vécu. Lorsque vous regardez au miroir, qui voyez-vous? Alors, quand je regarde au miroir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vois Juliette Dorian Ngabidjo. Je parlais surtout du profil parce que vous dressez plusieurs profils de personnes, sinon plusieurs personnalités à l'intérieur de votre ouvrage. Exactement, je me regarde dans un miroir. Vous êtes la personne parfaite, vous êtes la personne insatisfaite, chronique, vous êtes la très grande amoureuse, vous êtes... Où exactement vous vous situez? Alors, je me situe en fait un peu dans toutes les personnes que je décris dans cet ouvrage. Parce que, je vais le dire, ce sont des histoires que j'ai vécues personnellement et également que j'ai vues dans mon entourage. Oui. Voilà. Donc, un peu insatisfaite chronique, un peu parfaite, un peu narcissique aussi, un peu opportuniste, solitaire, opportuniste parfois. Je pense que, comme moi, chacun se reconnaît un peu dans chaque personnage. Alors, pourquoi le miroir d'abord? Qu'est-ce qui vous inspire d'écrire forcément sur les personnalités des individus? Alors, j'ai vraiment été inspirée parce que je voulais... En fait, je voulais parler aux gens, mais il fallait parler aux gens en parlant de moi. Voilà. Donc, il fallait dire aux gens que voilà ce que je remarque et qu'on pourrait changer. Mais comme vous le savez bien, dans notre société, c'est compliqué de pouvoir juger. Voilà. On dit de pouvoir juger les gens sans recevoir des pics et des accrochages. Donc, je me suis dit qu'en écrivant des histoires que j'ai vécues personnellement, en décrivant tous les traits de personnalité que je remarque chez moi et que je remarque autour de moi, ça pourrait essayer de changer quelque chose. Alors, dès qu'on voit la première de couverture, on a tout de suite pensé à une autobiographie, mais c'est pas du tout le cas. Alors, lorsqu'on est interpellé par la première de couverture, on est également par la préface écrite par le professeur Martin Paul Ango Medzo. Oui. Très interpellé parce qu'Ango, c'est le nom de quelqu'un de très connu. Ouais. Alors, il nous plonge dans ce genre pas très maîtrisé par tout le monde, le miroir, qui serait un genre très ancien, qui parlerait généralement de la personnalité des individus. Donc, vous êtes allé fouiller quand même loin. Oui, exactement. Certainement une inspiration également au regard de l'école. Vous êtes un produit de lettres modernes françaises. Bien sûr, je suis un produit de lettres modernes françaises et je me suis dit qu'il fallait associer ce côté où je voulais décrire les tares ou les habitudes de la société en y mettant ce que j'ai appris à l'école, les lettres qui permettent de communiquer. Oui. Voilà. Et bien sûr de s'exprimer. Alors, on ne va pas commencer forcément par le début, mais on va commencer par les blessures de la perte. Généralement, les personnes qui sont éprouvées par le décès d'un proche, de quelqu'un de connu, réagissent pas de la même façon.
Oui. Il y en a qui se terrent dans un silence incroyable, mais il y en a qui souffrent. Ouais. Alors, comment appréhender ce type de personnes? Alors, comme je vais d'abord revenir sur le fait que j'ai dit à l'entame à la présentation de Miroir, que Miroir, ce n'est pas un livre qui nous donne des conseils. On présente simplement. C'est juste pour se regarder dans un miroir et prendre nous-mêmes la décision de pouvoir changer, de pouvoir améliorer ou, je sais pas, prendre la décision qu'on voudrait pour pouvoir avancer, voilà, se redécouvrir en fait. Donc pour moi, ces personnes qui se plongent dans un silence ou dans le noir, comment les appréhender? Déjà, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Il faut savoir que, voilà, si ils se plongent dans ce silence, c'est une façon d'exprimer ce qu'ils ressentent. Oui. Et c'est souvent très difficile. Et ces personnes sont les personnes les plus fragiles, en fait. Parce qu'ils se plongent pour se refermer, pour se cacher du monde qui pourrait peut-être juger leur douleur, juger leur silence, juger ce qu'ils ressentent. Donc ils préfèrent se cacher, se camoufler dans le silence. Peut-être le regard de la société joue également un rôle, quelquefois, lorsqu'on a perdu un être. Soit c'est la compassion, soit c'est la distance. Oui. Très souvent, c'est la distance. Oui. Parce qu'on remarque souvent dans les deuils, les gens sont très présents pendant la période de deuil. Et après, tout le monde disparaît. Après, vous restez tout seul. Et c'est à ce moment-là que le deuil commence. Très peu de personnes vous posent exactement la question de savoir ce que vous ressentez. C'est-à-dire que très peu entrent dans votre univers. Oui. Après, tout est parti. Il faut gérer la douleur seule. Exactement. En fait, les gens ne se rendent pas compte en fait que la douleur commence quand il n'y a plus personne. Oui. Et les gens en fait qui vous assistent se disent que bon, si je lui ai dit mes condoléances, ça va, c'est bon, la vie peut continuer. Pourtant, c'est à ce moment-là même qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin d'être soutenu quand on perd un être cher. Parmi les traits de caractère assez saisissants de votre ouvrage, vous parlez de l'opportunisme. Et vous semblez dire que une personne opportuniste, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, ni une mauvaise personne. Exactement. Que cela dépend des opportunités. Mais lorsqu'on sait dans notre environnement que ceux qui saisissent les opportunités, on pourrait penser qu'ils ne sont pas nécessairement de bonne moralité. Ça c'est, je vais dire ça, c'est la vision des réseaux sociaux qui nous font penser aujourd'hui que saisir les opportunités, c'est nécessairement mauvais. Vous avez lu dans Miroir que j'ai décrit deux personnalités. Il y avait une qui était opportuniste de façon positive et l'autre de façon assez particulière. Voilà. Donc, on peut être opportuniste en donnant l'opportunité à notre partenaire de pouvoir profiter de nos avantages et en profitant également des avantages de notre partenaire. Ça, c'est être opportuniste de façon positive. Et ce partenariat, comme je le dis souvent, peut faire émerger les deux partenaires et ne pas laisser en plan l'un des parties. Voilà. Oui. Il faut dire que peut-être être aussi opportuniste et que être en entreprise, se jouer de ses charmes, peut-être physiques pour avoir X ou Y chose, cela relève quand même d'un caractère pas très moral. Oui, ça peut relever d'un caractère pas très moral, ça peut. Voilà, mais on va il faut jouer dire de tous ces charmes pour obtenir ce qu'on veut. On va dire que quand on a des atouts, quand on a des atouts, on doit utiliser des atouts pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Ah d'accord. Voilà. Peu importe les moyens. Pas peu importe les moyens. On utilise ces atouts, ça veut dire que si je suis une jeune femme et que je voudrais avoir comme partenaire de travail, Monsieur Alain Foucault. Non, Jean-Jacques Foucault. C'est vrai qu'Alain, c'est pas très éloigné, mais bon, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault, voilà. Je veux dire. Alors, je sais que comment Monsieur Jean-Jacques est fin. Je sais comment il est regardant. Donc, je sais que si je dois aller à un entretien chez lui, je dois bien me mettre pour pouvoir obtenir, voilà, ce que Ça, c'est pour le travail. Oui, ça, c'est
le travail. C'est-à-dire, il vient vous mettre pour le travail. Exactement. Hmm, Je vais bien d'accord. me mettre pour répondre aux standards qui pourraient faire en sorte qu'il puisse être partenaire ou qu'il puisse vouloir travailler avec moi. Et peut-être que s'il ne vous regarde plus finalement par le regard professionnel, mais plutôt un autre regard intéressé, ça pourrait Alors, aussi créer confusion. c'est à ce moment que ça crée effectivement confusion parce que monsieur Jean-Jacques doit rester sur le fait qu'il, pour son travail, il a besoin de quelqu'un de classe, distingué pour pouvoir effectuer certaines opérations ou pouvoir donner une image de son entreprise. Tout à fait. Donc il doit rester sur ce volet. Et s'il commence à regarder voilà, la personne qui est venue d'une autre manière, ça devient un peu compliqué. Et ça relève déjà du deuxième ouvrage Qui arrive. qui arrive. D'accord. Oui. Alors, il y a aussi les insatisfaits chroniques. Ils ne sont jamais comblés de ce qu'ils peuvent posséder. Il faut toujours aller au-delà. C'est une personnalité qui peut être emprunt. Qu'est-ce qui peut bien caractériser en réalité cette insatisfaction chronique qui demeure, qui persiste? Alors, déjà, pour les insatisfaits chroniques, j'ai été inspirée par une amie très chère à moi qui est tout le contraire d'une insatisfaite chronique. Voilà. Donc, c'est l'une des seules personnes que je connais qui m'a dit un jour que moi, j'ai pas envie d'être riche, je veux juste avoir ce qui me suffit pour ma vie. Donc, ça, c'est vraiment ce que la majorité de personnes ne sont pas. C'est-à-dire se contenter de ce qu'on a. Oui, se contente. Et exactement, elle est comme ça. Si elle a quelque chose, elle se contente de ça et puis elle reste tranquille. Donc ça m'a fait comprendre que autour de nous, et que moi-même, j'étais parmi les personnes qui ne sont jamais vraiment satisfaites de ce qu'elles possèdent. Est-ce que le fait de se satisfaire de ce qu'on a ne freine pas un peu l'ambition et la volonté de conquérir d'autres terrains, sortir de sa zone de confort? Alors ça, c'est un point important, mais je pense que il faudrait quand même essayer de se satisfaire de ce qu'on a. Parce que essayer d'être plus ambitieux nous emmène à saisir les opportunités. Être opportuniste. Être opportuniste de façon négative. Oui. Parce que si vous êtes trop fixé sur votre objectif et que sur le chemin de votre objectif, il y a des personnes qui pourraient vous regarder de manière hasardeuse, de manière pas très catholique, vous allez céder et puis vous allez saisir les opportunités parce que vous vous dites que non, il faut absolument que j'ai ce que je n'ai pas. Et vous ne vous rendez pas compte que quand vous aurez ce que vous avez cherché à avoir, vous allez avoir besoin d'avoir plus. Et c'est pourquoi on se retrouve avec des porta. Oui, des On personnes a qui eu- sont allées de l'autre côté, Voilà, du côté absolument avoir tout. Alors, il y a aussi quand même un autre trait de caractère qui est présenté, les narcissiques. Oui, les narcissiques. Tout pour eux, rien pour les autres. Oui. Sont-ils plus nombreux au Cameroun ou autour de nous, dans nos familles? Il y en a quand même. Il y en a quand même. Et je pense qu'on en connaît beaucoup. Même parmi les dirigeants que nous avons, dans nos entreprises, dans tout ce que nous avons. Vous Dans avez les vu familles, que, oui, partout. voilà. Donc, dans le livre, j'ai décrit le chef d'une association. C'est une association lambda, on ne la connaît même pas. Mais il se comporte vraiment de façon égoïste. Et les gens restent autour de lui parfois parce qu'ils aiment l'association et parce qu'ils sont attachés particulièrement à lui. Mais lui, il se dit que les gens restent parce qu'ils ont besoin d'être exploités, parce qu'ils ont besoin d'être utilisés. Voilà. Donc, il y a tellement de narcissiques autour de nous que je pense que c'est important de se rendre compte de ces personnes assez particulières et surtout qui nous maintiennent dans le cycle de l'abus. Et j'aimerais vraiment qu'on insiste sur ça. Sur le cycle de l'abus. Voilà. Je l'ai décrit parce qu'on a des personnes, on ne se rend pas compte qu'elles sont, narcissiques.
On Oui. a des amis vraiment qui parfois sont avec vous, parfois ne sont pas avec vous, parfois vous emmènent dans des univers vraiment de joie et d'amour intense. Et là, vous vous dites que bon, je vais supporter les moments de douleur parce que finalement, il y a souvent des moments de joie. Pourtant, c'est exactement le cycle de l'abus qu'ils vous font vivre. Oui, parce que généralement on se dit, bon, il y a des bons, il y a des mauvais moments, il y a des temps d'attente, donc il faut supporter. Ouais. Et la société conseille d'ailleurs beaucoup de supporter. Oui, Tout un peu et n'importe quoi. on conseille de supporter, mais on ne devrait pas supporter tout et n'importe quoi. Oui. Parce qu'on se retrouve justement dans le cycle de l'abus qui nous rend mal. Peut-être que ce qui pousse les gens à supporter tout, c'est qu'ils ne veulent pas être solitaires. Pas forcément, parce que à part les narcissiques, il y a d'autres personnes. Il y a des personnes extraordinaires qu'on a décrites également, qu'on retrouve, mais ces personnes extraordinaires sont très souvent délaissées. Parce que ce sont des personnes qui donnent beaucoup et à qui on ne donne presque pas. Parce que les gens à qui on donne beaucoup, ce sont effectivement les narcissiques qui ne savent pas donner. Des gens qui ont l'habitude de recevoir. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont l'habitude de recevoir, vous vous rendez compte que ces personnes ne savent pas donner, par exemple. Oui, ces personnes ne savent pas donner. Ces personnes ont l'habitude vraiment de recevoir, de se fâcher même quand vous n'êtes pas attentionné. Mais de donner à leur tour, c'est vraiment difficile. Alors, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des personnes extraordinaires qui sont autour de nous, qui sont prêtes à donner. Ouais. Mais on fait très peu attention à ces personnes-là. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on est essentiellement attiré en tant qu'être humain vers le mal en permanence? Alors, je pense tout simplement que pour ça, chacun devrait se regarder déjà dans le miroir et comprendre les différents traits de personnalité pour pouvoir savoir, pour pouvoir distinguer les personnes extraordinaires des personnes narcissiques qui ont souvent l'air extraordinaires aussi. Parce que quand j'ai décrit le cycle de l'abus, vous allez voir que à un moment donné, la personne narcissique vous fait vivre le rêve, un peu comme la personne extraordinaire. Est-ce que le livre ici aujourd'hui nous indique, sinon nous interpelle, que de temps à autre, il faut se mirer, il faut faire une introspection pour examiner notre personnalité et peut-être la changer au cas où elle ne serait pas une bonne. Exactement. Un temps d'arrêt quand même de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Oui, exactement. C'est pourquoi j'ai pris la peine de concevoir Miroir. C'est tout simplement parce que je voudrais que chacun prenne le temps de se mirer, de se reconnaître dans ses différentes personnalités, seul dans sa chambre parce qu'il n'y aura personne pour juger. Chacun va lire chaque mot, chaque histoire, va se reconnaître quelque part et essayer de changer ce qu'il y a. Et si on se reconnaît avec plusieurs traits de caractère, on peut être en même temps opportuniste, narcissique, solitaire, tout ça à la fois. Et c'est-à-dire que ce sont des cages à cocher. Lorsqu'il y en a trop, il faut faire du ménage quand même dans sa vie. Exactement. Quand il y en a trop, on fait du ménage. Mais comme on sera seul face à notre miroir, c'est un peu comme vous, quand vous regardez sur votre miroir, vous savez que aujourd'hui ma barbe a poussé et puis j'ai déjà quelques cheveux blancs. Pour réajuster ici et là. Il faut réajuster. Peut-être j'ai déjà un peu trop de cheveux. Donc parfois on se regarde et on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à refaire sur notre visage. Et on décide de commencer peut-être par la barbe. Ensuite aller sur les cheveux. Peut-être mettre la teinture ou pas. Comme je le dis, on n'est pas obligé de changer ce qu'on voit dans le miroir. On peut aussi décider que nos cheveux blancs font partir de notre beauté et on décide de les garder comme ils sont. Le livre vous a pris combien de temps exactement pour le réaliser? Vous avez traversé vos expériences, vous avez certainement observé les gens autour de vous avant de l'écrire. Combien d'années cela vous a pris? Alors, ce que je veux dire, c'est que Miroir, c'est 30 ans. C'est pendant 30 ans que j'ai observé les gens. 30 ans? Oui, j'ai observé les gens pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, je me suis demandé chaque jour comment faire pour impacter, comment faire pour changer, comment faire pour que certaines personnes comprennent. Voilà. Donc, j'ai essayé d'écrire
plusieurs fois, ça n'a pas marché. Je me disais toujours qu'il n'y a pas le truc en fait, que je n'ai pas encore trouvé le déclic. Et il y a un an, il y a un an, 8 mois, j'ai décidé d'écrire. J'ai décidé de me mirer. Et un jour devant le miroir, je me suis dit, miroir, quand je regarde mon miroir, je vois que j'ai noirci. Quand je regarde mon miroir, je vois qu'il y a des imperfections. Et là, je décide de corriger. Donc je pense que miroir sera ma façon à moi d'apporter ma pierre à la construction de l'édifice de notre monde. Et voilà, j'ai commencé il y a 8 mois. Et après le décès de mon petit frère, j'ai eu l'inspiration. En fait, la grande inspiration, la plus grande partie de mon inspiration, surtout le chapitre de l'unicité de l'amour. Voilà. J'ai eu cette inspiration tout de suite après le décès de mon petit frère. Vous avez une façon assez particulière de décrire l'amour. L'amour n'a pas de variable, hein, en tout cas, au regard de ce qu'on lit. Est-ce que ce n'est pas une façon beaucoup trop positive de voir ce sentiment-là, finalement? Déjà, je vais revenir sur la Bible qui dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Et quand on dit que le plus grand commandement, c'est l'amour, l'amour ne saurait être négatif. Oui. Voilà. Donc, pour moi, l'amour n'est pas négatif. On peut même voir dans le chapitre de l'amour, de l'unicité de l'amour, que je parle même de la jalousie qui n'existe pas en réalité. Vous estimez que la jalousie, c'est peut-être une autre façon d'exprimer son amour? Voilà. Donc, pour moi, une fois, en parlant aux étudiants d'un établissement, je leur ai dit que, voilà, quand vous regardez Juliette avec sa belle tunique rouge, vous vous dites que elle est tellement bien portée par Juliette et tellement vous aimez la façon dont Juliette porte sa tunique, à un moment donné, vous vous dites que pourquoi moi je n'arrive pas à la porter ainsi. Mais c'est parce que vous aimez tellement la manière dont elle porte cette tunique rouge que vous parvenez à vous dire que finalement c'est de la jalousie. Et puis si on reste dans le monde de miroir, on reste dans un monde où la jalousie n'existe pas, où on appelle plutôt ça un excès d'amour. Ah d'accord. Voilà. Et si la personne qui est jalousée, en fait, comprend que c'est un excès d'amour, vous voyez qu'on se retrouve dans le plus beau des mondes. Il faut dire que vous avez été nominé par la prestigieuse association de l'ONU MIPAD parmi les 100 personnalités mondiales les plus influentes. Alors, au regard également de votre combat, sinon du concept créé, Fevadios, ayez aussi l'engagement auprès des personnes, notamment la réinsertion des personnes détenues. On se serait attendu que vous soyez certainement sur un thème un peu allant dans ce sens-là. Ou bien on se dit, les autres livres vont nous délivrer une autre Juliette Dorian Gabidio. Alors, je préfère que quand on regarde Miroir, on se rende compte que c'est une personne qui veut soigner le mal à la racine. Voilà. Si en soignant le mal à la racine, on évite déjà les troubles dans les établissements. Les troubles dans les établissements, si un élève de première ou terminale lit Miroir, il va se recadrer, il va essayer peut-être de se classer dans la catégorie des personnes exceptionnelles. Et cela nous évite quoi? Des jeunes qui vont en prison. Cela nous évite des femmes qui vont en prison. Cela nous évite également des hommes qui maltraitent leurs femmes. Oui, parce que finalement, c'est parce que les hommes maltraitent leurs femmes, certains hommes, et qu'ils ne laissent pas la possibilité à leurs femmes de s'exprimer, que nous retrouvons des femmes qui ont besoin d'être accompagnées dans la société. Donc, je pense et les hommes aussi, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi maltraités par des femmes. Exactement. Pas souvent oublier ce détail. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut avoir le livre pour aller en profondeur, vous lire, vous comprendre davantage? Alors, déjà, on peut aller du côté des éditions de Midi, du côté de Tinga, Polyclinique Tinga. On retrouve les éditions de
dans les éditions de Midi, on retrouve le livre Miroir. Également du côté de Enjoy the Moment à Elie Guessonneau. Nous avons aussi la librairie des peuples noirs. Oui. Où on peut également retrouver le livre Miroir, sans oublier qu'on peut appeler et puis... Appeler un numéro de téléphone, donner un numéro de téléphone peut-être. Alors, on peut appeler au 6 95 16 83 87. Il faut reprendre le numéro de téléphone. Le 6 95 16 83 87. Merci Juliette Doriane Ngabidio d'être passée à la radio. Merci d'avoir échangé avec nous autour de votre miroir. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer ici ce soir, de partager mon miroir avec tous les auditeurs de Royal FM. Merci beaucoup Jean-Jacques. Bonne continuation. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Révolution non violente, c'est le titre de l'ouvrage que nous vous proposons de lire ce soir avant de vous coucher. C'est une autobiographie de Martin Luther King, le pasteur. Vous comprenez que nous sommes encore le vendredi dans les classiques de la littérature afro-américaine.